bien, nous sommes en plein cœur de Saint-Étienne, dans un îlot de tranquillité, pour vous faire découvrir une aventure incroyable. Nous, on est scotchés hein, parce que Valentin vient de nous raconter. Valentin Porte, bonjour. Bonjour. La maison solidaire, bien Jean-Marc, vous commencez. Je commence donc, on est donc dans le quartier de la Rivière, comme vous disiez, Jean-Claude. Avec vous, Valentin Porte, alors vous êtes coordinateur de la Maison Solidaire. C'est quoi cette maison? La Maison Solidaire, c'est une association loi 1901 qui, depuis 2017 à Saint-Étienne en tout cas, accompagne en majorité des mineurs isolés étrangers qui sont en voie de recours pour faire reconnaître leur statut de mineur justement et accéder à une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Alors, ça s'est pas toujours appelé la Maison Solidaire. Il y a un historique avant cette date de 2017, c'est ça? Effectivement, initialement, l'association elle a été créée en 2016. Elle s'appelait Tous pour Calais au début parce qu'on emmenait du matériel des vêtements, des médicaments, de la nourriture à Calais quand la jungle était très, très grande, hein, il y avait 10 000 personnes. Et puis ensuite, on a changé de nom parce qu'on a diversifié les points de livraison de ces éléments de première nécessité pour aller sur Vintimille notamment, et où l'association est devenue TPC, Transport People and Care. Parce qu'on voulait garder un petit peu les initiales et l'histoire de l'association, l'historique, et donner une connotation aussi anglaise, parce qu'on avait beaucoup de soutien d'associations anglophones qui, à l'époque, étaient très présentes sur Calais et qui nous ont aidés à organiser les premiers voyages à Vintimille. Avec plusieurs communautés Emmaüs aussi, il faut le dire, hein, Saint-André, par exemple, à Marseille, et puis il y a eu Étoile-sur-Rhône, la communauté de Fermini-Roche. Enfin voilà, il y avait un réseau qui s'était développé qui permettait de ces trajets-là. Et puis, quand on est arrivé à Saint-Étienne ici et qu'on a récupéré la maison solidaire, donc cette maison qui a cette âme si particulière, on a ajouté dans les statuts de l'association eh ben, la maison solidaire, et c'est devenu ATPAC Maison Solidaire, Association Transport People and Care Maison Solidaire. Alors, vous n'étiez pas du tout prédisposé par votre formation, par votre métier, à vous lancer dans cette aventure. Depuis 10 ans, vous consacrez votre vie à cette cause noble. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors, comment ça se passe pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, bon, moi, c'est vrai qu'initialement, je travaillais dans les hauts sommets des Alpes comme électromécanicien. Sur les remontées mécaniques? Tout à fait, sur les remontées mécaniques, et j'adorais ce métier. J'adorais ce métier parce que j'étais très autonome, je m'organisais comme je voulais dans mon travail, et j'aimais beaucoup ça. Puis bon, j'aime toujours la montagne d'ailleurs. Et puis bon, j'ai voulu monter en compétence à un moment dans ma carrière, et du coup j'ai repris des études en cours du soir, et pour arriver à vivre, je bossais en restauration. Et puis, il s'est trouvé qu'à l'issue du diplôme que j'ai obtenu, j'ai pas pu enchaîner comme je voulais sur la suite, sur les études supérieures. Et du coup, je suis resté dans la restauration pendant un certain temps avec eh ben, des expériences notables dans des établissements où les dérives par rapport à l'emploi des travailleurs sans papier est très présente. Et ça a été une des premières choses, voilà, qui m'a sensibilisé à ça. C'est aussi le moment où j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme et où je participais à des maraudes pour les sans-abri à Aix-en-Provence, et où j'ai commencé à recevoir beaucoup d'infos sur ce qui se passait à Calais et Vintimille. Et donc c'est de là qu'est né le projet. Alors, aujourd'hui, nous sommes chez vous, si l'on peut dire, avec cette maison qui, depuis plusieurs années, a vu passer des centaines de jeunes. Qui sont ces jeunes que vous accueillez? Alors tout à fait, on est encore, bon, je suis encore locataire à titre privé du deuxième étage, là où sont hébergés les jeunes, pour des questions administratives qui simplifiaient les choses. Et l'association est, elle, locataire donc du premier étage des dépendances et du jardin. Mais bon, j'en suis plus propriétaire comme on l'était avec mes parents, puisqu'on a vendu la maison à un fonds de dotation qui s'appelle Solidarité Humanisme, et qui a été créé spécifiquement pour soutenir le projet de la maison solidaire. Donc maintenant, bah, depuis juin, la maison appartient au fonds de dotation.
Euh, Depuis 2017, à peu près 700 jeunes sont passés par ici. 700 jeunes. Ouais. Euh, la grande majorité d'entre eux sont restés dans les premières années parce que les institutions étaient quand même plus accueillantes et ça permettait aux jeunes, après un passage chez nous de 4 à 6 mois, de retourner sur l'aide sociale à l'enfance, d'avoir une prise en charge et puis d'être un petit peu plus serein dans leur parcours d'intégration et puis de pouvoir s'en sortir. À partir de 2020, on a vraiment connu un virage très dur de la part des juridictions notamment et du département de la Loire aussi, qui font qu'il y a eu de moins en moins de jeunes pris en charge, donc moins qui sont restés. On a eu plus de passages avec des parcours souvent brisés après quelques mois d'efforts pour être scolarisés, pour s'insérer et pour s'intégrer. Donc, nous, on regrette ça fortement parce que ça a cassé un espèce de cercle vertueux où ceux qui arrivaient et pour lesquels il y avait des doutes sur la minorité ben, pouvaient bénéficier d'un refuge ici avec nous pendant un certain temps avant de repartir dans le circuit classique, ce qui aujourd'hui est beaucoup moins le cas. Pour l'origine et qui sont ces jeunes, puisque c'était votre question, on a beaucoup de jeunes qui arrivent à Saint-Étienne et qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest, un phénomène qui est dû à l'immigration historique à Saint-Étienne. Il y a aussi des gens qui arrivent du Maghreb, et puis à la marge, des gens qui arrivent du Pakistan, du Bangladesh, de l'Albanie, etc. Mais c'est vrai nous, on les voit moins en tant que mineurs isolés. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont mieux pris en charge que les Africains de l'Ouest? On ne sait pas. On n'a jamais pu diagnostiquer ou en tout cas comprendre réellement pourquoi les Africains de l'Ouest étaient si nombreux ici. Et puis, c'est des gens qui ont connu tout type de problèmes, que ça soit économique, comme c'est souvent mis en avant par les politiques à l'heure actuelle, mais bien souvent aussi de violences intrafamiliales, de violences religieuses, et c'est ça qui les a poussés à quitter leur pays. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest où actuellement la situation est très tendue avec les groupuscules djihadistes, des coups d'État, de la déstabilisation et du coup des phénomènes de violence, de massacres qui sont documentés, qui sont réels, y compris pour des pays comme le Burkina Faso ou comme la RDC et même malheureusement le Mali, avec des pays qui sont frontaliers, qui sont aussi déstabilisés et qui provoquent toute cette migration de populations qui sont bien souvent jeunes parce qu'ils en ont la force. Il ne faut pas oublier que le parcours qu'on leur fait subir pendant l'exil est très dur et très traumatisant, émaillé de violence, tout ce qu'on entend dans les médias sur la torture, sur le rançonnement, sur les gens qui sont emprisonnés pendant des mois et des mois, sur les femmes qui sont prostituées, et parfois pas que les femmes, malheureusement, c'est réel. Et nous, on l'entend dans les récits que nous font ces jeunes de leur parcours. Donc voilà, c'est vrai que quand ils arrivent, c'est des gens qui ont besoin d'attention, d'une attention particulière. C'est d'autant d'ailleurs plus grave qu'ils ne soient pas pris en charge parce que le fait d'être abandonné encore une fois en arrivant ici et laissé à la merci de tous les dangers de la rue et de ce que la société peut connaître de plus mauvais quand on est seul et vulnérable. Donc c'est vrai qu'ils nécessitent une attention particulière à leur arrivée et pendant tous les premiers mois de leur prise en charge. C'est bien souvent qu'une fois que justement il y a une prise en charge institutionnelle qui arrive, qu'ils arrivent à être un petit peu plus sécurisés. Mais ce qui est notable, et chez tous, c'est l'envie de s'en sortir et la volonté d'aller à l'école, de travailler, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure avant l'entretien des jeunes majeurs aussi qu'on accompagne, qui n'ont pas pu obtenir de voie de régularisation et qui pourtant ont réussi à trouver des contrats de travail, ils sont insérés dans le marché de l'emploi. Ces jeunes, on vous les envoie. Ce n'est pas un jeune qui vient sonner à votre porte et qui dit j'ai besoin de vous. Les jeunes nous disent souvent que c'est les travailleurs sociaux du département qui les envoient chez nous quand ils les refusent, en leur disant bah, va là-bas, tu pourras faire un recours. Alors bon, le département a toujours nié ça, mais la réalité c'est que ce soit l'hôpital ou les différents services sociaux de la ville nous appellent, oui, pour nous signaler ces jeunes et pour nous les envoyer. Alors des fois,
Ça se fait de façon transparente et tant mieux quand c'est le cas parce que ça nous permet de faire du lien, hein, aussi, avec les autres, structures ou associations qui ont connu le jeune et qui ont l'historique de sa prise en charge médicale, psychologique quand il y a pu y avoir, et qu'on n'a pas à tout recommencer depuis le début quand ils arrivent ici. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a cette espèce de crainte, du fait que la Maison Solidaire soit pas une association qui soit reconnue officiellement ni par le département ni par la préfecture pour accueillir ces jeunes. Les partenaires sociaux qui, eux, sont mandatés par ces mêmes, institutions, ont plutôt peur d'avoir des relations avec nous, voilà. Alors, autour de vous se mobilisent beaucoup de bonne volonté, beaucoup de compétences, beaucoup de personnes, beaucoup d'argent aussi, enfin de solidarité d'autres associations. Quels sont vos besoins au fond en bénévoles, pour qu'on puisse aider l'association à continuer sa mission? Alors, bah, effectivement, hein, la première chose, qui fait tourner, une structure comme, ce qui est devenu la Maison Solidaire, c'est, l'argent. Hem, bon, il y a déjà un salaire, à prendre en charge et on aimerait bien pouvoir avoir un deuxième salarié, ce qui actuellement n'est pas le cas et qui laisse, une charge de travail sur à la responsabilité donc du coordinateur actuel, moi-même et du de celui qui prendra ma place parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien, lever un peu le pied. C'est trop compliqué et il faudrait une deuxième personne pour pouvoir appuyer ça. Mais ça ne peut venir, ce type de financement pour nous que de la part des pouvoirs publics et on aimerait que, nos appels systématiques et récurrents, au département et à la dette, hein, soient entendus avec ne serait-ce que le financement d'un poste de salarié. Surtout qu'on rendait compte, toutes les années sur nos activités, très précisément, le nombre de personnes accueillies, ce qu'elles ont fait, quel statut, et cetera. Voilà. Alors après, bien sûr, les dons des particuliers sont très importants. C'est, à peu près 40 de ce qui nous fait fonctionner chaque année, donc 180 000 € cette année et sans ça, bah, on peut pas continuer. On peut pas acheter comme ce qu'on a fait là en début d'année, des fournitures scolaires pour une partie des jeunes qui n'avaient pas reçu suffisamment, de fournitures par le don matériel, puisque les gens nous apportent aussi des choses. Mais il faut aussi prendre en compte, les frais de scolarité sur les lycées privés, les frais de transport, les frais de cantine quand on peut, parce qu'on peut pas partout. Sur les lycées privés, les jeunes ne mangent pas à la cantine, ils emmènent leur casse-croûte. Pour ceux qui sont à Rive-de-Gier, par exemple, hein, ils emmènent leur casse-croûte et puis, ils mangent là-bas sur place, que ce soit l'hiver ou pas. Bon, on aimerait pouvoir faire plus, mais c'est pas le cas. Et puis les dépenses annexes liées au logement. On a plusieurs appartements où il y a des jeunes en autonomie dedans. Donc, des coûts, qui sont liés aux charges, hein, qui ont d'ailleurs explosé là, sur, l'année et demie qui vient de passer. Alors les dons des particuliers sont complétés par les dons des fondations, comme, la Fondation Abbé Pierre, je vous l'ai cité, la Fondation Rothschild, le Fonds Riacher, Emmaüs France et puis tout un tas d'autres petites associations qui nous viennent en aide et heureusement, mais c'est vrai que, Ça, hem c'est le financement. Mais il mmh y a aussi des bénévoles qui viennent vous aider, des hébergeurs en particulier, ou des personnes qui viennent pour l'alphabétisation. tout à fait, j'allais y venir. Hem, on a à peu près, 5 grands pôles, donc qui sont le pôle, hébergement, le pôle santé, pôle alphabétisation, le pôle accès aux soins et puis, le pôle alimentaire. Donc, on a besoin de personnes qui se proposent pour héberger chez eux, de quelques jours à quelques semaines, selon les situations. Alors là, on passe toujours par un examen un petit peu approfondi de, ce que les gens peuvent proposer en termes Sur d'hébergement. Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne majoritairement, mais il nous est arrivé là, dans une situation tendue pendant les vacances, d'emmener des jeunes en Ardèche, chez des gens qui avaient, de la place dans leur maison, et du coup, ils ont passé 15 jours en Ardèche. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Heu, bon, alors c'est vrai que c'est plus facile pour nous quand c'est, dans les communes limitrophes de Saint-Étienne, mais ça pourrait aller, bon, dans des départements qui sont proches, dans la mesure où les démarches administratives, peuvent être réalisées, aussi bien qu'elles ne le sont à Saint-Étienne. Voilà. Donc il y a ce pôle-là qui est d'une importance capitale pour nous puisque, aujourd'hui on a 30 et quelques jeunes qui sont chez des hébergeurs particuliers. Ce qui fait que, sur les 57 qu'on héberge, on peut pas se passer de ces bonnes volontés-là.
Donc, on continue à chercher continuellement des personnes qui peuvent héberger chez eux, mettre à disposition un appartement pendant quelques semaines, pendant les vacances, etc., ou pendant une période de voyage. On assure un passage de référents, que ça soit sur nos appartements à nous en diffus ou sur les appartements prêtés. euh, Il y a des référents qui passent pour voir que tout se passe bien, ce dont les jeunes ont besoin, etc. Les écouter aussi dans leurs demandes diverses et variées. Donc ce poste de référent est aussi quelque chose qui est un job à part entière. Euh, des personnes qui suivent un appartement avec 4 jeunes dedans, en passant 2 fois par semaine, ça nécessite déjà Oui, de la une disponibilité disponibilité, voilà, et de la rigueur. et de la rigueur. Voilà. Puis on a donc après le pôle alphabétisation. On a 3 cours par semaine, mardi après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi. Donc ça nécessite parfois, selon les effectifs de jeunes et selon les périodes, 2 à 3 intervenants pour avoir des groupes qui soient gérables et tenables, puisqu'en plus ils ont plusieurs niveaux. Hein. Ça va des jeunes qui sont analphabètes complètement, qui vivaient dans des villages et qui n'ont pas été scolarisés de leur vie, à des jeunes qui ont un niveau quatrième au maximum. Donc c'est vrai que ce pôle alphabétisation, il mobilise beaucoup et il est très important parce qu'on voit qu'ils progressent très vite dans les premiers mois après leur arrivée et c'est quelque chose qu'on tient à maintenir dans la continuité. On a parlé du pôle alimentaire, donc oui, ben, pour une partie des jeunes qu'on héberge, on délivre des colis alimentaires par semaine, qu'on essaye de constituer au mieux de nos ressources, des dons qu'on reçoit euh, et des achats qu'on peut faire. Et là aussi, ça nécessite une logistique importante. On est en partenariat avec les Restos du Cœur sur ces colis, donc ils nous donnent un certain nombre de choses pour l'instant tous les 15 jours, puis toutes les semaines, je crois, après pendant la période hivernale. Mais étant donné que ça, c'est pas moi qui m'en occupe, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est un soutien qui est bienvenu parce qu'avec l'inflation, nos dons diminuaient de façon drastique d'année en année. Et c'est vrai que depuis cette année, là, les Restos du Cœur nous filent un sacré coup de main. On a besoin donc toujours de monde pour préparer ces colis alimentaires les mercredis matins et les distribuer les mercredis après-midi entre 16h et 18h30 quand les jeunes passent à l'association pour les récupérer. Euh, alors, le pôle accès aux soins, c'est quelque chose qu'on essaye de refiler aux institutions, notamment la PAS de l'hôpital Nord, l'ULAT, et puis il y a d'autres associations à Saint-Étienne comme le COMED et Interface qui interviennent auprès des publics migrants. Alors c'est vrai que jusqu'ici, on avait les moyens de le faire et du coup, on faisait ce suivi-là, mais petit à petit, on essaye de passer le relais. Ça nécessite quand même d'avoir des infirmiers au moins et un médecin dans l'association qui puisse assurer ce qu'on appelle le premier accueil, l'entretien premier accueil. C'est-à-dire que quand le jeune arrive, ils sont vus systématiquement par une infirmière ou un médecin pour faire un point sur le parcours et sur ce qu'il y a là tout de suite qu'il faudrait éventuellement traiter en urgence. Parce qu'on ne peut pas amener tous les jeunes qui arrivent aux urgences. D'abord, ça emboliserait les services qui Oui, le sont déjà. c'est pas le but. Et puis, ils ne relèvent pas tous d'urgence médicale, mais on peut souvent les soulager avec des petites choses. Donc c'est vrai qu'on a quand même besoin d'un certain nombre de soignants qui soient mobilisés dans l'association. C'est d'ailleurs la majorité du conseil d'administration qui est composé de soignants. Euh, C'est combien de bénévoles en tout avec tous ces pôles? alors, moi, je dis qu'on a à peu près 130 personnes. Les autres ne sont pas toujours d'accord dans le conseil d'administration parce qu'on ne voit pas les hébergeurs tout le Eh temps. ben, bien Oui. sûr. Mais rien que notre liste d'hébergeurs potentiels, en tout cas de gens qui se sont manifestés un Ouais. jour et qui ont hébergé un jour, on a 97 personnes, 97 foyers Ouais. qui sont sur cette liste-là et qui nous ont pas demandé, quand on a fait un audit l'année dernière pour savoir s'ils voulaient continuer ou pas, de les enlever de cette liste. Donc moi, je les compte toujours. Et puis après, au-delà, oui, on monte à 130, entre 130 et 150 personnes qui interviennent ou quotidiennement euh, ou sur des périodes voilà, ponctuelles, voilà, plus ponctuellement, exactement. Je sais. Alors, on imagine aussi qu'il y a besoin de les accompagner pour les dossiers auprès de l'administration, pour les démarches. Là aussi, vous pouvez les aider. Alors, de la même manière, avant, on faisait tout.
Et puis on s'aperçoit que petit à petit, bah, voilà, si on continue, comme ça, on va finir par plus y arriver. Donc le suivi juridique et administratif maintenant, plutôt assuré par l'association La CIMAD, Oui. heu, Qu'on connaît bien à Saint-Étienne, dont on est partenaire. voilà, et qui recrute du coup actuellement pour faire du suivi de jeunes en recours, spécifiquement de mineurs en recours, puisqu'on leur a confié 48 dossiers là, depuis le 1er janvier. Voilà, et même si les gens sont pleins de bonne volonté, bah, c'est pas simple, et tout ce qui concerne la reconstitution d'état civil, c'est quelque chose qui s'apprend, avec le temps, parce que pour chaque pays, c'est spécifique. Et alors il y a des groupes de support, hein, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, des coordinations. Il y a une coordination nationale d'associations qui s'occupent de mineurs en recours, donc on partage énormément d'informations. Des mailing lists également, une plateforme internet qui s'appelle Infomi, où on peut trouver beaucoup d'informations sur la situation des mineurs en recours. Donc ça facilite beaucoup, mais ça nécessite quand même d'avoir du monde. Donc là, pour le coup, s'il y a des personnes qui nous entendent et qui sont motivées pour faire de l'accompagnement juridique, administratif, donc auprès des avocats, des tribunaux, la CIMAD recherche du monde. Et on peut aussi orienter sur la CIMAD si les gens nous Bien sûr, contactent. bien sûr. Aujourd'hui, la maison solidaire est complète. Vous ne pouvez plus accueillir de jeunes. Eh ben, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que jusqu'en 2020, 2021, il y avait un espèce de cercle vertueux où Ouais. les jeunes qui étaient refusés par le département de la Loire arrivaient chez nous et restaient 4 à 6 mois, le temps qu'on reconstitue l'état civil, qu'on fasse les démarches auprès des juges, qu'ils soient reçus, et ils aboutissaient systématiquement à une prise en charge. Donc on pouvait récupérer ceux qui arrivaient derrière. Depuis 2021, ça s'est rigidifié au point d'atteindre l'année dernière plus de 98% de refus de prise en charge par les juges des enfants. Et du coup, un dispositif qui se retrouve saturé. Alors, je trouve d'ailleurs beau qu'on ait pu tenir depuis 2021 avec tous ces refus, sans arrêter l'accueil avant. Mais là, il s'est trouvé qu'effectivement, on en était à un point avec 87 jeunes accompagnés et 57 hébergés. On ne peut pas aller au-delà. Il faut sauvegarder ce qu'on a construit, et puis aussi que les bénévoles puissent supporter un petit peu le quotidien. Et quand ils sont trop nombreux, c'est pas possible. Euh, donc on a eu beaucoup de mal à prendre cette décision. D'abord parce que non seulement on a pris cette décision de ne plus accueillir de nouveau, mais en plus on a pris la décision de réduire les effectifs jusqu'à 50 hébergés et 70 accompagnés, ce qui va prendre un certain temps. Et pendant tout ce temps-là, on va voir des gens se présenter à l'association et qu'on ne pourra pas prendre en charge et qui vont rester dans la rue. C'est déjà le cas depuis 15 jours, hein. On a des appels des autres structures qui nous disent: mais pourquoi vous ne l'avez pas pris celui-là? Et ben parce qu'on ne peut plus. Mais ça fait écho à ce qui se passe à Nîmes, ça fait écho à ce qui se passe à Paris, ça fait écho à ce qui se passe à Briançon avec les terrasses solidaires qui ont fermé il y a 2 jours, avec un communiqué qui est désespérant par rapport à ce qu'on peut attendre de l'État dans la prise en charge de ces personnes lorsqu'elles arrivent sur le territoire. Oui. Euh, Nous, on se pose beaucoup de questions sur sur ce que vont advenir ces gens sur nos différents territoires, parce que c'est vrai on était le dernier rempart avant la rue et la non prise en charge. Voilà. Alors, pour terminer, on l'évoquait quand on préparait l'entretien, il y a beaucoup de belles histoires parce qu'ils veulent s'en sortir, ces jeunes. C'est ça, au fond, qui vous motive, malgré toutes les difficultés, malgré un sentiment parfois d'impuissance, malgré c'est leur soif d'intégration. Alors ça, c'est évident que on n'aurait pas tenu, ni moi ni les autres qui sont là depuis le début, parce qu'il y a quand même un socle de personnes qui sont mobilisées autour de l'association depuis le début. On n'aurait pas tenu s'il n'y avait pas des réussites, des petites réussites quotidiennes aussi, la réussite n'étant pas forcément Oui, obtenir son titre de voilà, papier. Voilà. devenir, voilà. Obtenir le titre de séjour, bien sûr, c'est la finalité pour tous, mais apprendre à se servir d'un ordinateur, apprendre à se servir d'un smartphone, apprendre la lecture, décrypter les lettres, tout ça. Et il y a beaucoup de ces jeunes qui sont dans l'apprentissage au quotidien, parce qu'ils arrivent quand même de loin par rapport au fonctionnement de notre société à nous. Et effectivement, c'est ce qui donne envie de continuer et d'avancer. Et puis sur ceux qui sont passés historiquement sur l'association,
euh, on voit les anciens qui aujourd'hui s'en sortent. On a croisé tout à l'heure un ancien de l'association qui est devenu hébergeur. C'est quand même magnifique, ça. Tout à fait. Alors ils sont là depuis, ça fait un mois à peu près qu'on les a sollicités. Avant, c'était pas trop le cas parce qu'on se disait bon, non, ils ont besoin d'être tranquilles, etc. Ouais. Et vu la situation, on les a finalement sollicités et il y en a 4 ou 5 d'entre eux qui ont répondu présent. Et donc c'est bien, ça fait plaisir parce que ça montre que ils veulent d'une certaine manière rendre le coup de main qui leur a été donné. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous motive et qui donne envie de continuer. Et ça prouve surtout que ces gens n'ont aucune intention de faire du mal à notre société ou de l'abîmer. D'ailleurs, à chaque fois qu'on organise des manifestations ou euh, que ce soit des manifestations militantes pour demander un petit peu plus de droits ou de prise en charge ou des manifestations culturelles ou festives, il n'y a jamais un problème, ça se passe toujours très bien. Les gens sont heureux de les rencontrer. Enfin voilà, moi je comprends toujours pas euh, pourquoi on stigmatise ces gens à ce point-là, alors que on parle beaucoup de leur religion. Hein. Nous, c'est vrai que la majorité d'entre eux sont musulmans, même si, bon, on a des chrétiens. Hein, l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi des chrétiens. Mais nous, on n'a pas de problème de radicalisation ici. Euh, on leur donne un tapis de prière quand on peut, si on en a et qu'on nous l'a donné, mais c'est pas quelque chose dont ils font la demande. Ils prient pas dans les espaces communs. Enfin voilà, ils sont très discrets par rapport à ça, pas du tout envahissants ou voilà, non, ça relève pas du tout du prosélytisme. Donc c'est vrai que nous on comprend pas le discours majoritaire là qui tend toujours à les stigmatiser quoi. En tous les cas, la Maison Solidaire, c'est une page Facebook. On peut vous suivre sur tous les réseaux. Facebook, Twitter, Insta. Tout à fait. Alors Facebook, oui, moi je sais parce que j'y suis. Alors Twitter et Instagram, beaucoup moins. C'est pas moi qui gère les pages, mais oui, on y est présent. Après, c'est vrai que là où on poste le plus d'informations pour l'instant, ça reste encore Facebook. Et puis, il y a un site internet, atpacms, .fr, voilà, sur lequel on retrouve toutes les informations de l'association, voilà, que ce soit l'historique, les personnes prises en charge, les événements, voilà, les manifestations qui peuvent s'annoncer ou les différents besoins. Voilà, eh ben, écoutez, merci de votre accueil. Et Merci à bon, vous. et bien sûr, on a croisé un certain nombre de ces jeunes avec leur regard, leur envie S'en sortir. de s'en sortir et de vivre chez nous finalement. Voilà, c'est ça. Donc, bonne continuation. Merci. Courage. On va continuer à vous suivre via les Avec réseaux. plaisir. Merci beaucoup. Merci.